C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Ils se nomment Petite Capeline, Tambo, Moliko, Otabenga, Marius Kaolé et Jean Thiam. Ils font partie de ces 35 000 enfants, femmes et hommes, à avoir été exhibés de par le monde dans des zoos humains de 1810 à 1940. C'est pas notre monde. L'histoire de ces zoos humains est une histoire de la colonisation et du racisme. Ces êtres humains fascinent parce qu'ils sont présentés comme sauvages, présentés comme anormaux, présentés comme ayant des difformités ou ayant des mœurs particulières, telles des cannibales. Et là, la fascination est fondamentale pour expliquer le succès des zoos humains, cette attirance pour l'autre, de l'étrange, de l'extraordinaire. La fascination a d'abord été scientifique. Les savants de l'époque vont étudier les corps des exhibés pour servir des théories raciales. C'est la misère noire avec les colons. Les exhibés vivent un enfer, déportation, maladie, humiliation. Beaucoup ne retournent pas auprès des leurs et meurent en terre étrangère. C'est un traumatisme dont les descendants ont du mal à se libérer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces zoos humains deviennent inappropriés. La libération des peuples colonisés marque la fin de 100 ans d'exhibition d'êtres humains, devant près d'1,5 milliard de spectateurs. L'Occident cherche à effacer ce passé honteux, et les zoos humains sont bannis de la mémoire collective. Il reste même quelques crânes de héros de la résistance algérienne contre l'invasion française. On se demande d'ailleurs si c'est vraiment civilisé que de garder dans des musées les crânes de résistants algériens dont on fait des trophées. Cela pouvait s'expliquer à l'époque de la montée du colonialisme, mais pas à l'ère des indépendances et de la souveraineté des peuples. Well, colonialism had very negative consequences, lasting consequences that we still see today in countries that are poor. And colonialism is one of the big reasons that poor countries are still poor. It left a legacy of violence because the most obvious example of which is the slave trade, that millions of Africans were captured, kidnapped, and taken across the ocean under horrific conditions to be slaves for the colonial powers. Je pense qu'il y a une date qui est tout à fait clé, c'est 1492, quand, à partir de cette année-là, les Européens interviennent d'une manière tout à fait brutale dans l'histoire des peuples de ce qu'on appelle aujourd'hui les Amériques. À partir de ce moment-là, on peut parler d'une globalisation, d'une mondialisation, parce que à peu près l'ensemble des continents de la planète au cours du XVIe siècle sont connectés les uns aux autres et de manière brutale avec une domination européenne qui va progressivement s'étendre ensuite vers l'Asie et vers l'Afrique. El proceso de construcción de este sistema mundo colonial moderno tiene ya más de 500 años. El sistema capitalista y la era de la modernidad comenzó con el momento en el cual se da la conquista, la colonización, el sometimiento de los pueblos de América por parte de los ibéricos. Y en ese momento comienza un proceso muy sistemático y muy continuado que tiene más de 500 años de expoliación de recursos, que es simultáneamente la colonización de seres humanos y la colonización de la naturaleza. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les Hollandais étaient des vrais sauvages dans la manière dont ils exploitaient les colonies d'Asie et qu'ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient en Asie et que c'est sur la base du commerce qu'ils faisaient, des produits qu'ils importaient d'Asie, qu'ils ont accumulé des richesses extraordinaires et qu'à un moment donné, Amsterdam est devenue la capitale financière du monde avant que ça se transfère à Londres. Ayant obtenu des ressources naturelles et de la main-d'œuvre gratuite, les Européens eurent besoin d'ouvrir de nouveaux marchés pour leurs produits. Ils séparèrent l'agriculture de l'industrie.
empêchant les fermiers de fabriquer leurs outils, leurs vêtements et autres ustensiles, les transformant ainsi en acheteurs de marchandises. Toutes les industries existantes furent détruites et les colonies furent forcées d'acheter les produits manufacturés et autres équipements aux puissances coloniales. Parce que les Hollandais ont détruit l'industrie textile d'Indonésie et ont construit une industrie textile en Hollande, aussi de céramique. Et des textiles et des céramiques qu'on vous présente comme des produits hollandais, c'est en fait des techniques qu'ils ont copiées en Indonésie, notamment à Java, les ont amenées en Hollande et ont fait la richesse de l'industrie. Destruction des structures politiques, des structures sociales, des structures, des savoir-faire. C'est très précis. En XVIIIe siècle, l'industrie textile indienne était nettement supérieure en qualité à l'industrie textile britannique. Les Britanniques ont détruit l'industrie textile indienne et ont interdit qu'à l'intérieur de l'Empire britannique, on puisse importer des draps et d'autres produits manufacturés des colonies. Et donc on a tout produit à Londres, en copiant aussi les techniques indiennes. Et alors à partir de Londres, on a exporté du textile, des cotonnades, vers l'Inde et on les a imposées en Inde. C'est une œuvre d'exploitation, de spoliation et de destruction de ce qui existait sur place. Notre père a raconté, c'est qu'ils travaillaient dans les champs et ils étaient payés en pommes de terre. Les belles pommes de terre, elles étaient à vendre pour le colon, et les pommes de terre abîmées, ils les partageaient en deux, la moitié pour les ouvriers et l'autre moitié pour les cochons. On sert aux Français l'histoire qu'ils ont envie d'entendre, celle d'une nation civilisatrice qui apporte génie et progrès partout où elle règne. Vous allez lire après moi. Oh! Oh! Côte d'Ivoire, Vietnam, Algérie, Madagascar, Syrie, Maroc, Gabon. La présence singulière de descendants des colons blancs, comme Bernard Ayotte. C'est la 119e fortune de France, l'homme d'affaires le plus puissant de l'île. L'émotion que je viens partager avec le peuple martiniquais et toute la France. En Martinique, on les appelle les béquets, les blancs créoles. Nous sommes des esclaves. C'est pas un peu trop de dire que vous êtes des esclaves? Mais nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous sommes des esclaves. Esclaves modernes. Aïe chercher Obéry, Ayotte, Délicie, Derenal, Viviès. Ça c'est des gros béquets. Ça cause madame? Non. C'est pas eux, nous sommes là. Ils sont en train de couillonner les ouvriers. Tout le temps, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent dans la banane et on voit qu'ils font des bénéfices. Ils sont même des milliardaires de la banane. Le dialogue social n'est pas bon avec les... Ah non, ça c'est un dialogue social à la con. Ouais, parce que ça faut pas, moi. Dialogue social à la Martinique, c'est à la con. Qui est votre patron? Bernard. Il parle surtout du mauvais côté de l'esclavage, mais il y a eu un bon côté aussi. C'est l'homme, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est quoi les bons côtés de l'esclavage? Il y a des colons qui étaient très humains. Allez, avec leurs esclaves. Faire commerce d'êtres humains. Quel esprit malade a eu le premier cette idée? Amener de force et pousser à la mort. L'esclavage, ou la traite, comme il l'appelle par euphémisme. Un génocide agréé par l'État. Qu'est-ce que cela dit d'un monde prétendument civilisé? Roxane me dit, grâce à l'esclavage, le coton est devenu le carburant du 19e siècle. Mais le coton épuise aussi le sol. Par conséquent, sudistes et nordistes volent de nouvelles terres aux Indiens. Tandis que l'utilisation des corps d'esclaves, transformés en marchandises, devient l'entreprise la plus lucrative de toutes. Plus lucrative que la terre, les banques, les chemins de fer, les usines et le marché de l'or réunis. On se sert d'esclaves comme garantie bancaire. Un nouvel outil de commerce. La possession française de l'Indochine devient un enjeu de la guerre froide. De l'âtre,
n'hésite pas à utiliser en grande quantité le napalm fourni par les États-Unis. C'est une guerre qui coûte cher. 500 millions de francs par jour. C'est surtout déjà près de 100 000 morts pour les deux camps. Personne en France ne s'intéresse à ces soldats du bout du monde. Est-ce que vous n'avez pas peur, lorsque vous voyez ces images du monde, d'être mangé par ce monde, d'être englouti par ce monde? Bien sûr que nous sommes très inquiets. D'ailleurs, si on vous a permis de nous filmer, c'est pour que vous montriez aux Blancs qui nous sommes. Nous sommes très angoissés pour l'avenir de nos enfants. Mais quelle sera leur vie? On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souilliez pas notre terre. Pendant la guerre mondiale, la surexploitation des mines de fer de la région pour approvisionner les usines d'armement françaises avait soumis la population marocaine à une telle pression qu'elle se révolte. Un chef nationaliste se révèle au monde arabe. Il s'appelle Abdelkrim. C'est un fin lettré, d'une cinquantaine d'années. Il a réussi à unifier les tribus autour de lui. Il commence par infliger une défaite cuisante aux Espagnols, à la bataille d'Anoual, le 21 juillet 1921. Les Espagnols sont vaincus par les tribus du Rif. 13 000 sont tués ou blessés. Les survivants refluent en désordre. Les Français interviennent aux côtés des Espagnols. Est-ce le début de la fin de la colonisation? Français et Espagnols emploient les grands moyens, comme les bombardements. Certains sont au fameux gaz moutarde, déjà utilisé par les Allemands en 1917. Le débarquement de force sur les arrières de l'ennemi et l'utilisation de chars d'assaut finissent par entraîner la défaite d'Abdelkrim. Il se rend aux Français le 27 mai 1926. La reddition d'Abdelkrim est filmée pour être montrée dans les cinémas avec ce commentaire qui se veut rassurant. L'islam a toujours fait partie de nous-mêmes. L'islam, c'est notre religion. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple, nous sommes une nation qui a un passé, qui a une civilisation. Même si cette civilisation a été mise en parenthèse par l'Occident, moi j'affirme que nous appartenons à cette civilisation qui a existé et qui peut, pourquoi pas, renaître dans un ensemble universel aujourd'hui. Par exemple, la révolution et l'islam, moi je dis qu'il n'y a pas de contradiction. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. الأرض كله كولون مستعمرين عم بكش عربي ذكر الشارع هناك ما راك يدنقي ولا لا عربي ما شرب مرة العرب وش اللي ليهم الجبل والجبل دايرين قارد فيه اللي يحكموا منحى يروح لهم للديار اللي يحكموا منحى مطرق يدير له بروسي حق النبي لا مرة وكلهم غير الجبل دايرين قارد محلف يظل يدور اللي يحكموا يدير له بروسي كل ما يسلكوش يديوه الحبس شعيبه ولا غيديوه الحبس هذا البروسي
نتاع الجبل نتاع الحطب ميلارد كيما دنق على بصرك أكل الجوج من 3 من نفسك وانا نتصور عم بك نرد على في الباطل نرد على الحقيقة جاعوا. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons. Et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau. Et à laquelle nous, c'est-à-dire les pays tiers-monde, participons à sa construction ou à sa restructuration. Un monde qui ne sera pas contre ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches ou les pays industrialisés, mais un monde qui prendra en considération les intérêts des pays riches, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés et les pays en voie de développement. Sinon, c'est l'impasse. On accordait le droit aux Algériens d'aller travailler leurs champs 4 heures par jour, mais comme en général ces camps se trouvaient à des kilomètres de leurs champs, ils ne pouvaient pas y aller. Et donc toutes les personnes prises les armes, sans armes ou avec les armes à la main, dans ces zones interdites, étaient déclarées faits de la guerre. Voilà, donc soit éliminés tout de suite, soit suspectés, emmenés dans un camp, torturés et descendus. Et ça, on l'oublie complètement. Non seulement la France reste sourde à l'ONU, mais elle réintroduit un décret à abroger à la libération de Paris par de Gaulle la responsabilité collective. Ainsi, chaque habitant d'un village est tenu responsable d'actes d'un des siens. Les Algériens, considérés comme suspects, se trouvent internés sans jugement sur ordre du préfet. Un civil, Pierre Leclerc, qui partage la responsabilité du camp de Joffre, dénonce les mauvais traitements infligés aux prisonniers. Il termine son rapport en évoquant sa honte d'être français. Très vite, il est victime de menaces devant son fils. Les officiers sont venus chez nous, sont passés devant nous, je dirais, sans nous saluer, ont occupé pratiquement la maison, se sont installés avec mon père dans une pièce, un petit bureau annexe, et nous avons entendu les éclats de voix, les menaces. Bon, ça s'est très mal passé. Du reste, notre père a relaté sa conversation immédiatement après. Enfin, il était très secoué par cette affaire. Et c'était une menace de mort, très directement. Mais ça lui a été dit. Nous avons entendu dire, si vous restez ici, de toute façon, vous disparaîtrez, et tout ça, on mettra ça sur le dos d'une attaque du camp ou quelque chose de semblable. On l'a tué au couteau pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Ça vous va? Très gros déficit d'éducation sur ce sujet-là, qui en plus aujourd'hui est un peu mis sous le tapis. Et je trouve que l'État français en fait manque à son devoir en n'apprenant pas cette histoire. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Les hommes qui allaient être connus sous le nom de conquistadors et de colons vinrent d'Espagne, du Portugal et plus tard du Royaume-Uni et de Hollande. Ils pillèrent les richesses des Incas et des Mayas, l'or et l'argent, les objets de culte et d'ornement. C'est ensuite qu'ils se mirent à confisquer les terres, ce qui détruisit leurs économies naturelles. Cette pratique débuta en Europe bien avant, lorsque la noblesse se mit à confisquer les terres communales, privant ainsi les plus pauvres de leur mode de subsistance. When the British came towards the end of the 19th century, their concern was to justify expropriation of land which did not belong to them. And the way they did it was to use their own legal system. They did this precisely through an advice that was given to the colonial government on the 13th of December 1897 that said that
In countries where there is no settled form of government, the land belongs to the Queen of England. Having declared that there was no settled form of government, they appropriated ultimate title to the land. They passed laws that said so, and then they were able to give settlers freehold interest, 999-year leases and other forms of leasehold. Unas cuantas familias tienen como una gran cantidad de tierras que ni siquiera las producen. Y en desmedro de quién, de los indígenas, de los originarios de estas tierras, que no pueden acceder a esta tierra. Realmente en el siglo XXI vemos que todavía hay familias cautivas. Nosotros les decimos cautivas o empatronadas, pero son esclavas. Esa es la forma de decirlas. Son esclavas porque no reciben una remuneración por su trabajo. Son deudas que se transmiten de generación en generación. Las personas no pueden salir de la hacienda porque tienen una deuda con el patrón. Y no solamente es la persona, sino es su grupo familiar. Neponur masani da nirma sai tekin nopo betu mi apa tun na to yabana jo parati ram ne da ni apa tekin nopo neponu ni na ra nirma sai ko kono me khama abu anya kake no maga de soda te ampa korpolo setine ora ke na gata pe shari enkitoria olo ibor deti apa kala pata sadingishu na balengenya na ori dia ba be ponu nero kuni olo de jola ke olo pro el jamba yolo ibungeta biblia to ligi Sub-Saharan Africa, which is the poorest part of the world, is paying $25,000 every minute to northern creditors. Well, you could build a lot of schools, a lot of hospitals, you could make a lot of job creation if you were using $25,000 a minute differently from debt repayment. So there's this drain, and I think people don't understand that it is actually the South that is financing the North. If you look at the flows of money from North to South and then from South to North, what you find is that the South is financing the North to the tune of about $200 billion every year. Les empires européens ont été construits sur les richesses volées à leurs colonies et sur la main-d'œuvre peu chère ou gratuite fournie par les esclaves. Les mines d'or du Brésil et les mines d'argent de Bolivie, comme Potosi, fournirent aux empires européens le capital initial nécessaire au démarrage de leurs révolutions industrielles. Les fortunes créées alors étaient tellement importantes que la colline de Potosi commença à être représentée sous la forme de la Vierge Marie dans l'art religieux. Le pape lui-même attribua l'Afrique au royaume du Portugal et l'Amérique du Sud à la couronne espagnole. Y una ley que pone muy malo para nosotros se llamaba la mita. La mita consistía en trabajar dentro de la mina por 6 meses sin salir al exterior. Las personas tenían que dormir, tenían que comer y trabajar dentro de la mina sin salir al exterior. Por eso muchas personas han muerto trabajando en las minas. Hay un escritor, Eduardo Galeano, que dice: con toda esta plata que se fue de Potosí, que salió de este cerro, era posible construir un puente de Potosí a España. Entonces imagínense cuánta plata ha salido de esta montaña. Y este hombre dice, se hubiera construido otro puente de Potosí a España con puros huesos de personas que han muerto en las minas. O sea, más de 8 millones, de acuerdo a la historia, más de 8 millones de personas han muerto, ¿no? Antes, como no había dinamita, no había mucha tecnología, era muy importante mano de obra. Por eso los españoles empezaron a traer esclavos negros del África para trabajar en las minas, pero también tenían problemas grandes por la altura, el frío, trabajo duro, mala alimentación. Entonces los españoles han decidido llevar a estos esclavos negros a los yungas de La Paz, donde producían
hojas de coca, frutas, bananas, naranja, etc. También arroz, café. Por eso en Potosí no hay... Les Européens auxquels se sont ajoutés assez rapidement l'Amérique du Nord, et puis plus tard, dans la deuxième moitié du 19e siècle, le Japon, qui est devenu elle-même une grande puissance coloniale, qui a fait beaucoup de mal en Asie au cours du XXe siècle, se met en place donc à partir de la fin, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce qu'on peut appeler la triade, à savoir Europe occidentale, Japon, Amérique du Nord, qui commence à dicter au reste de la planète les règles du jeu et impose un modèle économique qui est le capitalisme. Voici la carte du grand partage de l'Afrique. En 1914, seuls 2 pays avaient échappé à la mainmise européenne, le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. L'Angleterre s'était taillé la part du lion, l'Égypte et le Soudan au nord, l'immense richesse de l'Afrique du sud, des colonies de valeur comme la Rhodésie et le Kenya, et des territoires fortement peuplés comme le Nigeria et la Côte de l'Or. La France occupait l'Algérie depuis 1830. À présent, après de nouvelles guerres de conquête, elle ajoutait d'autres colonies à son empire au sud du Sahara, y compris l'île de Madagascar. Le petit Portugal se tailla 2 vastes colonies, l'Angola et le Mozambique, tandis que l'Allemagne impériale s'empara du Cameroun et du sud-ouest africain et sur la côte orientale du Tanganyika. Le vaste bassin du Congo tomba entre les mains du roi Léopold de Belgique. L'Italie et l'Espagne complétaient le reste. La face du continent se trouvait intégralement modifiée. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à mettre fin aux empires. Les États-Unis, d'ailleurs, qui avaient peu de colonies et qui regardaient avidement les colonies britanniques, françaises et japonaises, étaient pour l'indépendance des pays en se disant on va, après leur indépendance, les contrôler d'une autre manière. Et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Les pays sont formellement, politiquement indépendants, ils ont leur propre gouvernement, mais ils sont dans un ensemble institutionnel qui réintroduit une forme de néocolonialisme, puisque toute une série de politiques qui sont appliquées dans les pays du Sud, endettés, sont dictées à partir de Washington, du siège de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, ou doivent se soumettre aux règles adoptées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce basée à Genève. Les seules solutions offertes par le Nord furent de nouveaux prêts avec des taux d'intérêt exorbitants pour rembourser les prêts initiaux. Ces États nouvellement créés perdirent immédiatement leur souveraineté et devinrent encore plus dépendants des pays du Nord. Ces derniers purent ainsi dicter leurs politiques liées à l'agriculture, au commerce et aux importations, et imposer des privilèges spéciaux pour les sociétés étrangères comme le monopole d'extraction de minerais ou d'exploitation de monocultures. La Banque mondiale et le FMI exigent une augmentation des impôts indirects, payés essentiellement par les pauvres. Exigent que les pauvres payent pour pouvoir être éduqués, pour pouvoir être soignés. Le résultat, c'est une privatisation de la santé, une privatisation de l'éducation. Le résultat, c'est que dans beaucoup de pays d'Afrique, quelqu'un arrive à l'hôpital dans des conditions dramatiques et on le met dans la salle d'attente tant que la famille n'a pas réuni l'argent pour payer la salle d'opération. Et la personne, une fois sur 3 ou une fois sur 4, décède sans avoir reçu aucun soin. 1 hora da madrugada, o fogo não é bom mesmo, porque 4 bocas de fogo para cozinhar para bem 80 pessoas. Tem que se levantar de 1 hora da madrugada para fazer o café, porque senão a gente sem tomar café. E a água que a gente toma banho lá só tem ferrugem. A gente toma banho hoje, no outro dia já está doente. E a gente para receber o material, vamos recebendo de pouco a pouco. O chapéu, depois veio as botas, e assim mesmo ainda tem gente aqui que trabalha descalço, porque não tem o material completo. Mas sempre as horas de chegar é 3h30, tem gente que chega de 4, mas 2h30 para as 3 estamos chegando no barco. Para eu poder ganhar uma diária por dia, eu tenho que cortar 40 braças até 32 braças quando está essa cana aqui forte desse jeito. Até 32 braças pelo salário. Se eu não cortar, eu não ganho salário não. Dá R$12,34.
Eles não pagam certo aqui. Paga tudo roubando a metade, né? Não, o que a gente come é fuba mesmo, que é o comer do pobre. Né? Fuba, às vezes uma bolacha que a gente traz, né? Compra. E o feijão mesmo, quando deixa para cozinheira, tem muito que deixa. Eu mesmo não... Tenho 6 filhos. E o que eu ganho aqui, se eu for comer tudo aqui, eu vou para casa sem nada. O problema é o seguinte, o problema é que ele arruma tem a casa para morada, né? Porque hoje em dia o pobre que não tem uma casa para morar, se estivesse pagando aluguel, ele é um pobre de esmola, entendeu? Ele é mesmo que viver congelado. Porque hoje em dia quem tem uma casinha para morar, para ter para ver de baixo sem pagar aluguel, ele pode dizer que é rico. E isso realmente é o que tem. Porque a pessoa trabalhando nisso aqui não tem condição de ganhar a vida. Desse jeito, é por isso que o mundo é infestado de ladrão. É modo disso, matando a pessoa. Emprego. A visão que os empresários têm do trabalhador é ainda a visão de escravo. Eles não se desvencilharam. Hoje eles têm uma acumulação muito mais fácil do que quando era o período do trabalho escravo, né? Porque o escravo, digamos, o patrão era dono do escravo, então ele tem que cuidar do escravo, ele tem que cuidar da saúde do escravo, ele tem que cuidar da alimentação do escravo, ele tem que cuidar da moradia, mesmo na senzala, mas ele tinha que cuidar. Hoje o patrão não tem nenhuma preocupação com essa, ele encosta o caminhão, né, na periferia da cidade, o caminhão enche, devolve, ele não tem nenhuma preocupação mais. Terminou o período da corte de cana, o trabalhador que vive lá na periferia vai buscar outras formas, vender picolé, vender pipoca, né, os filhos vão para a prostituição, né, vão para a droga, buscar outra alternativa dentro do mundo da criminalidade. C'est la misère noire avec l'économie. La croyance en une forme d'organisation sociale collective était le meilleur moyen pour les indigènes de se protéger d'une économie de marché pour laquelle ils n'avaient aucun désir. Ils croyaient en une propriété communautaire ainsi qu'en l'idée d'utilité publique où les biens du groupe étaient partagés par tous. C'est ce que les Européens durent remplacer par un concept d'intérêt individuel, celui-ci même qui mena à l'expansion de l'Europe. We will identify a country, usually a developing country, that has resources we covet, our corporations covet, like oil. And then we arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. Now, most everybody in our country believes that that loan is going to help poor people. It isn't. Most of the money never goes to the country. In fact, it goes to our own corporations. It goes to the Bechtels and the Halliburtons and the ones we all hear about, usually led by engineering firms, but a lot of other companies are brought in. And they make fortunes off building big infrastructure projects in that country. Power plants, industrial parks, ports, those types of things. The country's left holding this huge debt that it can't possibly repay. So at some point, we economic hitmen go back in and we say, you know, you can't pay your debts. You owe us a pound of flesh. You owe us a big favor. So sell your oil real cheap to our oil companies. One of the legacies of colonialism is that the poor countries of the third world are continuing to export raw materials, and the countries of Europe and North America produce and export finished products. This stems from a practice that was developed long ago, and the intention was to make sure that the countries of the third world remain backward and remain dependent and are never able to develop. So to this day, they are continuing to survive on the export of raw materials. That has always been to the disadvantage of the country exporting the raw materials, and it gets worse each year. Les agents secrets et autres tueurs économiques virent le jour et devinrent les moyens plus discrets utilisés pour maintenir le contrôle sur les ressources du globe. If we don't like what a democratically elected leader of another country is doing, for example, opposing the exploitation of oil in his country, someone who looks like me will walk into that president's office. I had the job at one time. Walks into the office and says, and now I just want to remind you that I can make you and your family very, very rich if you play my game, our game. Or I can see to it that you're thrown out of office or assassinated if you decide to fulfill your campaign promises.
And usually it's said a little more subtly than that because there may be a tape recorder listening. But they get the message because every one of those presidents knows what happened to Arbenz of Guatemala and Allende of Chile and Roldos of Ecuador and Lumumba of the Congo and Torrijos and on and on. The list is very long of presidents that we have had thrown out or assassinated. There's no question about that. And they all know this. So we perpetuate the system that way. Here you offer from this pocket, you offer a few $100 million, corruption. Or from this pocket, you offer subversives, jackals, to go in and overthrow the government or assassinate the president. And this has happened time and time and time again. Usually the economic hitmen are successful, so we don't need to send in the jackals. But on those occasions when we're not successful, it's for me, I failed with Omar Torrijos in Panama and Jaime Roldos in Ecuador. And so the jackals were sent in and assassinated these men. In fact, the CIA was the private army of the president, being used for highly dubious, virtually invariably disastrous interventions in other people's countries, starting with the overthrow of the Iranian government in 1953 for the sake of the British Petroleum Company. We declared that the elected prime minister of Iran, Mohammad Mossadegh, was a communist, and the British wanted him out and talked Eisenhower into doing the dirty work. 24,000 people die every single day from hunger and hunger-related diseases, at least 24,000. And that doesn't need to happen. We have plenty of resources, so that shouldn't happen. It happens because of the system we've created. We can say, without a doubt, that this system is an absolute failure. From the most rational, objective economic standpoint, it's a failure. Less than 5% of the world's population live in the United States. We are consuming over 25% of the world's resources and creating roughly 30% of its major pollution. That's a failure. Qui fait des études d'économie ou de finance ici? Despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system.
Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, in foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out because it offsets the balance.